Bonjour à tous. Non, les hernies droites ne sont pas de si mauvais pronostics. J'espère apporter une pierre à l'édifice dans cette affirmation. Donc, les hernies de coupole diaphragmatique, c'est environ 1 à 5000 à 1 pour 2000 naissances. Elles sont localisées à droite à peu près dans 20% des cas. Et la survie des hernies droites, en fait, elle est variable selon les études. Il y a des études qui disent que les hernies droites ont un taux de survie moins bon que les hernies gauches, et d'autres, là, des études plus récentes qui remettent vraiment en cause cette affirmation. Donc l'hypothèse de notre étude, c'était que le côté droit de la hernie n'était pas un facteur indépendant de survie. Et pour ça, on a évalué si le côté de la hernie diaphragmatique est un facteur pronostic de la survie néonatale. Donc, on a repris toutes les données issues de la base du Centre de recherche des hernies diaphragmatiques. Et on a repris tous les cas de hernie diaphragmatique des enfants qui étaient nés entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2016. Et on a suivi ces enfants de l'âge gestationnel du diagnostic jusqu'à 6 mois. Et on a fait une étude rétrospective comparative. On a inclus donc tous les fœtus qui avaient une hernie de Bogdalek, qu'elle soit droite ou gauche, et que le diagnostic a été fait en période prénatale ou postnatale. On a exclu tous les fœtus où il y avait une anomalie chromosomique, où il y avait un syndrome polymalformatif, où il y a eu une interruption médicale de grossesse, où il y a eu une mort fœtale in utero. On a exclu aussi les fœtus où il y avait eu la pose d'un plug et ceux qui étaient issus d'une grossesse gémellaire. Et on a analysé les données en fait, donc maternelles, celles du suivi obstétrical, échographique, avec la valeur du LHR observé sur attendu, les valeurs de l'IRM, l'évaluation de la position du foie, s'il était situé en intrathoracique ou s'il était situé en intra-abdominal, et la prise en charge en réanimation et la prise en charge chirurgicale. Le critère de jugement principal de cette étude, c'était la survie à la sortie de l'hospitalisation en réanimation. Et on avait 2 critères de jugement secondaires, la morbidité respiratoire précoce, l'HTAP à 48 heures de vie, et la morbidité respiratoire tardive, l'oxygénothérapie à 28 jours de vie. On a fait d'abord une analyse univariée sur l'ensemble des variables, donc sur le critère de jugement principal et sur les critères de jugement secondaire. Et on a aussi comparé les hernies droites et gauches. Et ensuite, on a fait une analyse multivariée sur les critères de jugement, sur l'ensemble des variables où il y avait un petit p inférieur à 0,10. Et on a ajusté en plus sur le centre et sur l'année de la prise en charge. Et on a forcé la variable du côté de la hernie pour voir si, dans ce modèle multivarié, le côté de la hernie sortait comme variable indépendante ou pas. Et on a sélectionné les variables par pas à pas descendant. Au total, au départ, on avait 932 hernies diaphragmatiques. Donc, il y en avait 97 qui n'étaient pas une hernie de Bogdalek. Et donc, on avait 797 hernies, 681 gauche, 116 droite. Il y en a eu donc 455 qu'on a gardées, les autres étaient exclus, et 70 hernies droites. Au total, il y avait 77% des hernies gauches qui étaient vivantes, 352 à la fin de la réanimation, et 55% à droite. Et on en a suivi donc 74% à 6 mois et 84% des hernies droites à 6 mois. Dans les données prénatales, donc quand on regarde, au niveau du taux de diagnostic prénatal, il n'y avait pas de différence significative. Il y avait autant de hernies droites qui étaient diagnostiquées en prénatal que les hernies gauches. Au niveau du LHR, effectivement, le LHR était moins bon dans les hernies droites que dans les hernies gauches. Sur le foie ascensionné, il y avait plus de foie ascensionné dans les hernies droites que dans les hernies gauches. Et il n'y avait pas de différence significative sur l'âge gestationnel au diagnostic. Sur les données néonatales, à la naissance, il n'y avait pas de différence significative au niveau du pH, au niveau du moment de l'intubation et des patientes celles qui bénéficiaient d'une ventilation immédiate. Par contre, il y avait une différence significative à l'entrée en réanimation. Donc, il y avait plus de hernies droites qui décédaient lors de la prise en charge en salle de naissance. Et sur l'issue de l'enfant, effectivement aussi, il y avait une différence significative avec 57% de survie pour les hernies droites contre 77% pour les hernies gauches. Sur la prise en charge respiratoire, il n'y avait pas de différence significative entre les hernies droites et les hernies gauches. Et à l'HTAP à 48 heures de vie, donc notre critère de jugement secondaire, il n'y avait pas de différence significative, tout comme l'oxygénothérapie à 28 jours de vie. Sur les données de la chirurgie, effectivement, il y avait plus de pose de prothèses pour les hernies droites, il y avait plus de nécessité de réduire le foie, il y avait plus souvent la nécessité de mettre en place un silo, et il y avait plus souvent la nécessité de mettre un drain post-opératoire. Globalement, c'était des chirurgies un peu plus compliquées.
sur l'évaluation clinique des enfants à 6 mois de vie, il y avait une seule différence significative quand on comparait les hernies droites et gauches, c'était la nécessité d'un traitement chirurgical secondaire, où il y avait plus souvent pour les hernies droites que pour les hernies gauches. Quand on s'est intéressé donc là, nous, aux facteurs associés au décès des hernies de coupole diaphragmatique, donc en global, il y avait donc pas mal de critères qui ressortaient avec un petit p inférieur à 0,10, le mode d'accouchement, le fait d'avoir eu une corticothérapie, l'âge gestationnel à la naissance, le poids à la naissance, l'âge gestationnel au diagnostic de la hernie, le côté de la hernie, le fait qu'il y ait un foie ascensionné et la valeur du LHR en analyse univariée. Mais quand on fait l'analyse multivariée, donc avec tous ces critères par pas à pas descendant, en fait, le côté de la hernie ne ressort pas comme étant significatif, avec un petit p à 0,39. Par contre, ce qui ressort significativement, c'est le foie ascensionné, avec un odds ratio à 2, et un LHR inférieur à 45, avec un odds ratio à 3,46. Et quand on étudie pareil sur les facteurs associés à l'hypertension artérielle pulmonaire, eh bien, le côté de la hernie ne ressort pas significatif. C'est le foie ascensionné, qui ressort, c'est la seule variable qui ressort significativement associée. Et sur les facteurs associés à l'oxygénothérapie à 28 jours de vie, c'est l'utilisation de l'ECMO et la valeur du LHR inférieure à 45%. Donc les points de discussion, quand on regarde un peu, donc notre étude, il y avait 77% de survie à gauche, 57% de survie à droite. C'est une étude multicentrique et on a pris tous les cas pré- et post-nataux en France. Là, quand on regarde un peu dans le reste des études qui sont publiées, on a un taux de survie qui est à peu près similaire aux autres études. Et en fait, les différences qu'on peut trouver, elles s'expliquent par deux choses. Il y a des études qui sont très unicentriques, donc en fait, elles sont très centre-dépendants. Et il y a une autre chose, c'est par exemple l'étude de Duess et Hall, où ils ont un taux bien plus important de survie, 91% des survies pour les hernies gauches et 78% pour les hernies droites. En fait, c'est des enfants qui sont admis en chirurgie pédiatrique. Donc tous les enfants qui sont décédés avant, en salle de naissance ou avant d'être pris en charge en chirurgie, eh ben, ils ne sont pas pris en compte. Et quand on regarde, nous, quand on fait l'étude en sous-groupe et qu'on regarde ces enfants admis en chirurgie pédiatrique, ben, effectivement, on a à peu près le même taux qu'eux. Et sinon, après, les études sont similaires sur le taux. Et la survie avec l'analyse multivariée, en essayant de voir si le côté de la hernie est un facteur pronostic, en fait, il y en a quelques-unes. Donc là, moi, j'en ai retrouvé 4, où eux, ils ajustaient soit sur le pourcentage du foie hernier, sur le fait que le foie soit ascensionné. Eux, ils avaient Scheibel avait apparié sur le volume pulmonaire, la position du foie, le fait qu'il soit prématuré et le faible poids à la naissance. Et la dernière étude de Sperling sur les anomalies de l'ACPA, eh ben, il n'y a jamais de différence significative sur le côté de la hernie. Alors après, en prénatal, on peut se poser quelques questions sur ces hernies droites, sur la valeur. Nous, on a trouvé que le LHR, effectivement, était moins bon pour les hernies droites, mais ça reste encore à discuter. On a extrapolé les hernies droites aux hernies gauches. Le seuil de LHR, moi, j'avais pris inférieur à 45%, comme l'étude de De Koning qui avait dit qu'il fallait pour décider du mauvais pronostic. Pourtant, c'est encore discuté. Et là, il y avait une étude récente où il y avait un petit effectif, mais où il y avait une absence de cut-off clair. Et eux, ils retrouvaient une survie de 60%, alors que les LHR étaient inférieurs à 45% dans les hernies droites. L'autre point qu'on peut discuter, c'est le taux de détection des hernies diaphragmatiques. Notre taux, il est de 84% dans la base. C'est similaire aux autres études. Par contre, il y avait souvent dans les études où ils trouvent une différence significative entre le taux de détection des hernies droites et des hernies gauches, en disant que c'est plus difficile de faire la distinction entre le foie et le poumon qu'entre le poumon et l'intestin et l'estomac. Et nous, on n'a pas de différence significative. Alors, comment l'expliquer? Est-ce qu'il y a une sous-déclaration des hernies diaphragmatiques, ou est-ce qu'en fait, on les diagnostique mieux en France, avec l'échographie du 3e trimestre, on fait peut-être plus d'écho. Mais là, il n'y avait pas du tout de différence significative. La prise en charge chirurgicale, clairement, donc lors de la prise en charge des hernies droites, c'est une chirurgie qui est quand même plus lourde, avec l'utilisation plus fréquente de silos, de prothèses, de drains thoraciques, chirurgie secondaire plus fréquente, probablement un défect plus large pour les hernies droites que pour les hernies gauches. Les autres études sont publiées dans la littérature, sont vraiment concordantes avec ces données. Et donc, il y a quand même une augmentation de la morbidité chirurgicale dans les hernies droites. Sur la prise en charge en réanimation et les complications des hernies diaphragmatiques, l'utilisation de l'ECMO, donc nous, il n'y avait pas de différence entre les hernies droites et les hernies gauches. Et clairement, on utilise peu l'ECMO, comme d'autres pays. Celles où il y a une utilisation plus importante d'ECMO, ils retrouvent qu'ils en utilisent plus dans les hernies droites que dans les hernies gauches.
Et sur l'oxygénothérapie à 28 jours, il n'y a pas de différence significative en univarié et en multivarié. Et c'est concordant avec les autres études qui évaluent l'impact pulmonaire à distance chez ces deux types de hernie. Donc là, on a quand même une grosse étude avec c'est des données donc multicentriques nationales. Il y a quand même un recueil prospectif des données et on avait ajusté sur le temps donc, et sur le lieu de la prise en charge parce qu'effectivement, notre étude est basée sur un assez long temps, quasiment 10 ans. Il y a quand même des perdus de vue, il y a des données manquantes, on en a récupéré pas mal et on est encore en cours. Et il n'y avait pas d'évaluation du pourcentage du foie hernié. Et sur l'IRM, on a quand même pas mal de données manquantes. C'est vraiment fluctuant entre les centres, mais il y a des centres qui font très peu d'IRM. Et du coup, il y a quand même un manque de puissance de l'étude là. Et en conclusion, on peut dire quand même que les hernies droites ne sont pas de plus mauvais pronostic que les hernies gauches, après ajustement sur le LHR et sur la position du foie. Je vous remercie. Je voulais en profiter pour remercier vraiment le centre de recherche, tout particulièrement Julia Boubnova, l'assistante de recherche clinique, qui m'ont beaucoup aidé pour récupérer les données. Et tous les centres aussi que j'ai recontactés de nouveau pour récupérer des LHR et tout, qui m'ont répondu. Il y a des gens très sympas qui m'ont renvoyé plein de mails. Vraiment, je voulais vous remercier. Merci beaucoup. Merci pour cette belle présentation, oui. Je vais garder le micro longtemps parce que j'ai beaucoup de questions. La première, c'est donc sur... La première, c'est mieux. La première, sur les 117, il y en a 40 qui ont été exclus, donc ça fait pratiquement 40%. Ils ont été exclus pourquoi? Parce que s'ils ont été exclus par les plugs, je pense que c'est quand même extrêmement faussé. Nous, dans notre série, on a au moins 10 enfants qui ont été plugués pour des formes droites. Donc forcément qu'il y avait des LHR qui étaient de moins bons pronostics. Forcément, ils sont morts. Donc je trouve que supprimer les graves, c'est un peu pour moi compliqué ensuite pour annoncer que les formes droites sont de meilleurs pronostics. Première question. Alors, oui, alors non, il n'y avait pas que les plugs, il y avait beaucoup... honnêtement, si on reprend sur celles que j'ai exclues, il y avait aussi sur les hernies droites, il y avait quand même pas mal d'IMG. Il y avait aussi les anomalies chromosomiques. Il y avait ceux où il y avait un syndrome polymalformatif. Les plugs, au départ, on les avait inclus, mais en fait, ça faussait toutes les. Enfin, en fait, comme il n'y avait pas assez d'effectifs et sur l'analyse, oui. En fait, ça. Il n'y en a pas tant. Et en fait, ça allait. Et ben, en fait, quand j'ai comparé, c'était. Ouais, on exclut. Tu n'as pas le même volume. C'est moi aussi. Si, parce que. Bah, c'est ça. Enfin, parce que. C'est pas. Oui. Et ben, en fait, moi, j'avais fait un qui 2 sur chaque critère d'exclusion. J'ai comparé les deux groupes. Par exemple, le taux d'IMG pour les hernies droites versus l'effectif d'IMG pour les hernies droites et l'effectif des IMG pour les hernies gauches. Et j'ai fait un test pour être sûr qu'il n'y avait pas de différence significative et il n'y en avait pas. Et j'ai comparé pour chaque critère d'exclusion. Donc, c'est vrai qu'on les a exclus, mais parce aussi, c'est des enfants. Enfin, si on fait une IMG et qu'on analyse sur la morbidité, sur la naissance, sur le fait de vivre en sortie de réanimation, s'il y a une IMG... Enfin, oui. Oui. Oui, mais je pense que c'est pas le bon critère quand même. Enfin, je suis d'accord avec Pascal, c'est logique parce que ton évaluation c'est sur un critère de vie, donc forcément tu peux pas. Mais forcément il y a un volume qui est plus important d'IMG sur les hernies droites, donc je sais pas. Non, faut réfléchir. Non, franchement, non, je l'ai comparé. Non, alors là, j'ai vraiment vérifié par chaque critère d'exclusion que ça différait pas entre les deux groupes. Et il y a un autre truc qui me paraît assez bizarre dans votre analyse statistique, c'est que le foie ascensionné est extrêmement corrélé aux côtés de la hernie.
les foies ascensionnées il y a plus de foies ascensionnées dans les droites. Oui. Donc du coup, ces deux facteurs sont corrélés. Vous les introduisez dans votre modèle, votre dernier modèle. Donc je pense que faut réfléchir à l'analyse statistique, mais que du coup, c'est impossible que le côté de la hernie, quand vous mettez deux facteurs qui sont complètement corrélés, forcément, le côté de la hernie ne peut pas ressortir. Oui. La collinéarité, parce que donc c'est ça le souci quand on a des variables collinéaires dans un modèle multivarié, dans une logistique, ça avait été testé. Donc non, je ne pense pas que ce soit un souci. Si j'ai le micro, j'en profite pour dire un truc quand même. Le problème de cette étude, mais la solution, elle vient après. Le problème, c'est que on a au départ une magnifique base avec plein de patientes et que au final, tu as dit effectivement, on manque de puissance. Le problème, c'est que dans la multivariée, il y a beaucoup de dames qu'on n'a pas pu garder parce qu'elles n'avaient soit pas le LHR, on n'a pas de données du LHR, soit pas la position du foie. Et du coup, le problème, c'est quand on dit « Ah bah tiens, en multivarié, ajusté sur le foie et le poumon, eh bien, il n'y a pas de différence significative. Le côté de la hernie n'est pas significatif. Les effectifs, je ne sais plus combien, mais ça tombe à assez bas. Il est possible que ce soit un problème de puissance et pas un problème de « Ah, bah, le côté, en fait, ne joue pas ». Et d'ailleurs, ce qui n'est pas parfaitement rassurant, c'est que l'odd ratio, il n'est pas à 1, il est à 1,5. Donc ça, à mon avis, ça c'est le point où il faut faire spécialement attention. Et c'était très bien de remercier les gens qui t'ont répondu. Mais moi, j'aimerais bien qu'on renvoie une petite demande, au moins vraiment pour les hernies droites, parce que, je ne sais pas si tu as les chiffres en tête pour faire peur aux gens, mais on perd un nombre de patientes parce qu'on n'a pas LHR et foie qui est énorme. Et c'est dommage parce que pour le coup, cette étude pourrait vraiment réussir à répondre à la question, sachant que les autres études qui disent c'est pas significatif, ça veut rien dire. C'était pas des études qui étaient designées pour montrer une équivalence. Donc, on va vous relancer pour avoir toutes les données. Bon, après, les autres questions ont déjà été débattues. Le LHR, mais je pense que c'est extrêmement difficile d'avoir un LHR représentatif à droite comparé à gauche à cause du foie. Je pense que le foie est quasiment toujours ascensionné. Je pense que le foie est quasiment toujours ascensionné dans les formes droites. Je pense que c'est exceptionnel qu'on n'ait que du grêle et pas de foie. Donc, si vous n'avez pas ces données, on peut quasiment extrapoler. Enfin, je ne sais pas, peut-être que les autres chirurgiens ont un autre avis, mais sur la position du foie qui est en intrathoracique dans les formes droites. Et donc, c'est vrai que je suis perplexe quant aux résultats. Moi, j'ai un autre avis sur les formes droites. Je pense qu'il n'y a pas de forme intermédiaire. Je pense qu'il y a des formes très graves et je pense qu'il y a des formes de très bons pronostics et qu'on est biaisé parce que quand on a brutalement une forme de très bon pronostic, on se dit mais c'est génial, elles sont aussi bien, voire mieux que les gauches. Et puis quand on a 3-4 hernies graves et qui ne s'en sortent pas, on se dit que finalement non, c'est peut-être les droites qui ne sont pas sympas. Donc, je trouve que c'est compliqué et je pense qu'effectivement le but est d'avoir le plus de données possible, mais sur la position du foie, moi, je pense qu'il est toujours en haut. Voilà. Si je peux me permettre, je pense qu'il faut nuancer un petit peu, parce que d'abord, je voudrais remercier tout le travail qui a été fait par Anne Pinton et Nicolas Sanlanès. Justement, je pense que ce travail a pour mérite de remettre un peu... C'est le vilain petit canard, cette hernie droite. Sur Internet, quand les parents vont sur Internet, c'est catastrophique. Ils disent ce que tu dis, c'est-à-dire il faut avorter, c'est tout ce qu'il y a à faire.
Non, mais tu vois, non, mais c'est quand même, ce que, oui, non, mais ce que retiennent les parents. Ce que retiennent les parents d'une hernie droite, non mais malheureusement, moi on l'a vu plusieurs fois, c'est dramatique. Donc ce qui est écrit sur les hernies droites, c'est faux parce que c'est toujours dans le mauvais sens. C'est-à-dire que c'est dramatique. Alors moi je serais beaucoup plus nuancé que toi. Je pense que nous on a été surpris par notre expérience clinique des 10-15 dernières années où on a vraiment beaucoup changé de choses dans la prise en charge, en pré- et postnatal, etc. Grâce au centre d'ailleurs. Eh bien, on a des formes, c'est pas facile. C'est des aventures un petit peu plus lourdes sur le plan chirurgical souvent, mais on a finalement, in fine, d'assez bons résultats. Et franchement, je pense qu'il faut arrêter d'être hyper pessimiste comme on l'a été sur ces hernies droites. On a même des hernies droites qui n'ont pas du tout de foie. Hein. On a des hernies droites qu'on a traitées par thoracoscopie parce qu'il n'y avait que le grêle. Bon, donc, il faut pas, je crois qu'il ne faut pas noircir le tableau. Honnêtement, moi, c'est un combat pour réhabiliter, je dirais, les hernies droites. Il faut savoir les apprécier. Je pense que les critères de jugement des hernies gauches doivent être différents des hernies droites. Mais honnêtement, moi, j'ai plutôt en fond un bon bilan des hernies droites. C'est plus difficile, c'est une chirurgie plus lourde, il y a effectivement plus de silos, on est tout à fait d'accord, mais voilà, après, ce sont des enfants qu'on suit très régulièrement dans le cadre des consultations de suivi et on n'est pas déçus du tout. Je pense que la vérité entre ce que vous avez dit tous les deux, c'est-à-dire que le problème, nous, en prénatal, c'est que, tu l'as très bien dit, le LHR à 45%, il a été extrapolé à partir des gauches, et qu'en fait, on sait qu'il n'a pas du tout la même valeur. Et sur le premier papier de Jacques Jany et Yann Deprest, en fait, ils ont mélangé tout, et ils ont sorti le 45%. Donc là, on a mis toutes nos données en commun avec Barcelone et Yann Deprest, ça fait 150 cas, pour revoir le LHR et espérer trouver un cut-off plus approprié. Mais je suis d'accord qu'il y a des hernies droites qui n'ont pas de foie ascensionné, mais je suis assez d'accord avec Virginie. Nous, l'impression qu'on a, c'est que de temps en temps, le foie est quasiment pas ascensionné, et ceux-là vont très bien. Mais quand on a le foie sous la clavicule, quoi qu'on fasse, ceux-là, vous n'y arrivez pas en postnatal. Et avec la phéto non plus. Donc nous, on a choisi de faire des phétos que pour proposer la phéto hors essai, hein, parce qu'il n'y a pas de randomisation pour les hernies droites, parce qu'il y a trop peu de cas. Mais avec un succès très très limité parce qu'on a pris effectivement que les enfants qui avaient le foie très 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 ascensionné. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est 15 à 17% des cas, donc il y en a très peu, il n'y aura jamais d'études randomisées. Et si on ne met pas tous nos cas ensemble, on n'arrivera à rien. Donc, Je voulais savoir si vous mesuriez la hauteur finalement des veines sus-hépatiques ou plus exactement de l'insertion du diaphragme au niveau de la veine cave. Moi, j'ai l'impression que c'est un critère très important, notamment quand on les opère, parce que et c'est très différent d'avoir un foie avec des veines sus-hépatiques très hautes qu'on ne va pas pouvoir descendre, ou si on essaye de le descendre, on va luxer la veine cave ou plicaturer la veine cave, ou d'avoir juste une hernie de Bosch-Dalek avec un peu de foie qui monte et qui est ascensionné, mais avec une insertion qui est quasiment normale. La grosse différence entre la gauche et la droite, c'est quand même ça. C'est que à gauche, c'est l'insertion au niveau de l'œsophage ou du cardia, et à droite, c'est l'insertion au niveau de la veine cave, et les conséquences sur la veine cave sont très différentes. Et quand on les opère, on sait bien qu'il ne faut pas chercher à descendre cette insertion à tout prix. Il ne faut pas chercher à descendre le foie, sinon on a des problèmes hémodynamiques liés à la piqûre de la veine cave. Enfin, je sais pas. Et du coup, je suis assez d'accord avec Virginie sur l'idée qu'on a soit ces hernies avec une position normale des veines sus-hépatiques qui vont bien, soit les hernies qui vont moins bien et pour lesquelles la chirurgie est elle-même très différente. Est-ce que vous avez, pour les chirurgiens, est-ce que vous avez un avis sur la question ? J'ai eu 2 enfants avec des fusions hépatopulmonaires dont il était impossible de séparer le poumon du foie et donc pour lequel on a fait des réparations à minima. Et je pense que peut-être pour ceux, et ce que je suis en train de faire, pour ceux qui ont vraiment une ascension extrêmement importante avec un foie parfois qui est plutôt de haut en bas au lieu d'être de droite à gauche, avec effectivement des sus-hépatiques qui sont très horizontalisées. Moi, je fais des réparations à minima, surtout à ce niveau-là, parce que je pense que le foie va coller et que du coup, tu as très peu de risque d'ascension finalement du grêle par cet orifice-là. Donc, je laisse parfois un petit orifice vraiment
au pourtour des suies hépatiques. Ça, c'est sûrement des observations à mettre en commun parce qu'on a une très mauvaise expérience de ces situations de fusion poumon-foie. Probablement qu'il y a des progrès à faire dans le domaine. Je passe le micro à Ronnie. Seulement, je profite, c'est complètement basique et différent un peu du problème. Quelle voie d'abord vous faites pour la droite? Les 5 premières années de mon expérience, j'ai fait des thoracotomies et depuis presque 10 ans, je fais des laparotomies. Moi, je fais de la laparotomie aussi, oui. Bon, complètement d'accord avec Virginie. Sur le plan chirurgical, il y a vraiment une petite difficulté parfois sur ces hernies droites au niveau de la veine cave et de la réparation du diaphragme à ce niveau-là. Ça, c'est tout à fait vrai. Et moi, je fais comme toi, je ne m'acharne pas à faire quelque chose de forcément parfaitement étanche à cet endroit-là dans certains cas. Sur les hernies droites, donc, il y a des hernies avec sac et sans sac. Est-ce que vous y avez regardé, voir si ça fait une différence? Elle est où, Anan? Elle est encore là, Anan? Oui. Il y avait une différence ou pas? Je me souviens plus. Il y en avait. Non, on a regardé que les gauches, non? On a pris. Ouais. Non. Non. Les hernies droites avec sac avaient un bon pronostic et c'est, je pense, celles qui ont eu le patch en cours de chirurgie, parce qu'il y en a très peu qui ont eu le patch, mais il y en a quand même eu et il me semble que c'est celle-ci. C'est les deux formes droites qui ont eu un patch, Ouais. parce que l'orifice très volumineux, mais avec un sac et très bon pronostic. Je pense quand même qu'on est tous d'accord pour dire que la morbidité à long terme des droites est moins bonne. Hein. Et l'étude de Mannheim, alors qu'il y a, je crois, 60% d'ECMO chez les gauches et 80% chez les droites, dit que la morbidité respiratoire à long terme des droites est quand même moins bonne, quoi. Tout cas confondu. Oui, mais bien sûr, tout cas confondu. Mais je pense qu'on doit changer, je pense qu'on doit changer un peu quand même notre discours vis-à-vis des parents. En tout cas pour les formes, pas pour celles qui ont le foie sous la clavicule. Celle-là, de toute façon, on voit à peine le poumon. Mais effectivement, je suis d'accord avec M. Beckmer. C'est pour ça que je disais c'était un peu entre les deux, qu'il faut qu'on revoie quand même un peu qu'on soit un tout petit peu plus optimiste pour les droites, quoi. Non, mais tu vois, je suis d'accord que c'est plus tout blanc, tout noir que les... je sais, on bosse ensemble, je te rappelle. Mais c'est plus tout blanc, tout noir, pardon, que les droites, que les gauches. Mais il faut qu'on change un peu le discours, quoi. Je vous propose, qu'est-ce qu'on fait? Juste une donnée qui m'a surprise. Dans les chiffres que vous avez fait apparaître, les délais à l'intubation sont de 20 minutes, c'est ça? Oui. Alors ça, j'ai repris. Ouais. Est-ce que c'est pas 20 secondes? Est-ce qu'il n'y a pas un problème Parce que 20 minutes, ça me paraît un peu surprenant. Non, clairement, c'était 20 secondes. C'est plutôt 20 secondes? Peut-être. Ouais, alors peut-être, il faut que je regarde. Ou alors il y a... non, est-ce qu'il y a peut-être... Oui, c'est une moyenne. Oui, non, en fait, c'est ça. C'est parce qu'il y a des enfants qui vont pas être intubés ou qui vont être intubés à 4-5 jours. Et je pense que comme j'ai pris une moyenne, en fait, du coup, ça a tout décalé la moyenne, si vous voulez.